Donc cette petite soirée, alors d'abord, elle se déroule dans le cadre d'un atelier qui m'est cher d'ailleurs, qui est l'atelier donc qu'anime Alain Capdegel, qui s'appelle Livres et rencontres. Bon, donc voilà. Ensuite, je veux remercier d'ores et déjà l'équipe de théâtre menée par Mercedes Tormont. Et donc j'ai demandé, je les ai priés, toujours dans le cadre de l'auto-célébration, de lire quelques extraits de ce qui va devenir la Bible, c'est-à-dire mon petit roman. Voilà, donc ils liront tout à l'heure des extraits. Et ça me fait très plaisir. Voilà, et bien on va pouvoir alors commencer. Donc, mes livres, alors j'ai intitulé ça « Mes compagnons de route », c'est la première partie, durant 60 ans. Je me suis aperçu en effet que mon premier livre avait été publié en 1965. Bon. Alors n'essayez pas de calculer mon âge, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc j'aurai 84 ans au mois de mars. Bon. Donc voilà. Alors j'ai mis mes livres « Compagnons de route », alors tout paraît banal, bien sûr, mais c'est vrai, vous en apercevrez, hélas, que chaque ouvrage, chaque couverture que je vais faire apparaître, même si elle est ancienne, même si elle date de 60 ans, aussitôt ça évoque beaucoup de souvenirs en moi, comment le livre s'est fabriqué, comment on en a eu l'idée, dans quelles circonstances, les gens que j'ai connus à cette occasion. Bon, je ne serai pas trop long quand même, rassurez-vous. Mais dire compagnon de route, oui, c'est pas pour moi des objets qu'on met sur une étagère. Alors là aussi, on peut parler d'autosatisfaction. Je crois pas. Enfin, c'est la même relation, si vous voulez, que le père ou la mère avec les enfants. Bon, on les aime, quels qu'ils soient. On a une relation un peu particulière avec chacun. Voilà, bon, donc c'est peut-être à la limite, mais en tout cas, ça fait du bien. Alors, commençons. Donc, je les ai classés simplement par catégorie. Société pyrénéenne, histoire immédiate, monde communiste, roman et livres sur la famille. Alors, le premier des premiers, c'est les premiers préfets des Hautes-Pyrénées. C'était donc en 1965 que ça a apparu, c'est pour ça que je parle de 60 ans, et c'était mon mémoire, on dirait, de master aujourd'hui. Hein. Donc à l'époque, on appelait ça un diplôme d'études supérieures. Donc, bon, et qui portait sur un sujet que m'avait proposé mon patron, Jacques Godchaux, qui était un grand professeur spécialiste de la Révolution et de la période napoléonienne. Et ça a l'air d'être très ennuyeux, je ne vous dis pas que c'était palpitant, mais étudier les premiers préfets, c'est étudier la période napoléonienne dans un département. Parce que les préfets, c'est Napoléon qui les crée, et ils ont tous les pouvoirs. Donc économique, militaire à cette époque, le recrutement, social et tout. Donc ça m'a étonné le premier parce que je ne savais rien de rien, mais je me suis aperçu que c'était passionnant d'étudier cette période napoléonienne. Bon, alors j'ai eu la chance, mon patron a bien voulu préfacer, la Société académique a décerné le prix d'histoire, je crois qu'elle n'en a pas décerné d'autres depuis, non pas qu'il n'y ait pas eu d'ouvrage méritant, mais c'est parce que c'était un peu exceptionnel. Bon, et voilà. Alors, ensuite, un deuxième ouvrage, je ne fais qu'y participer, ça s'appelle Le diocèse de Tarbes et Lourdes, en 71. Je commence à me spécialiser pendant un certain temps sur l'histoire religieuse. Et là, je fais connaissance à cette occasion à un prêtre que certains d'entre vous ont connu, qui s'appelait le chanoine Lafont, qui était supérieur d'un séminaire qui n'existait plus, mais il avait été nommé quand même supérieur du séminaire. Et donc, j'ai eu beaucoup de sympathie pour cet homme, et donc je l'ai persuadé d'abord de diriger ce travail sur le diocèse de Tarbes et Lourdes dans une collection qui existait. Bon, ça nous a permis de collaborer pour la première fois avec une petite équipe qu'on retrouvera. Jean Castex, alors, rien à voir avec l'ancien Premier ministre, c'était un professeur d'histoire du lycée. Avec, alors non, là, Louis Laspal, pas encore, Monsieur Mangin, qui était l'archiviste de l'époque, et d'autres. Ensuite, donc, je vous ai dit que je commençais à me spécialiser un peu dans l'histoire religieuse.
Alors, on avait dit, tiens, c'est une illustration représentant Jean-François Soulet montant au ciel. Et on s'était déjà, vous voyez, beaucoup moqué de moi. J'ai vécu une vie affreuse, des colibés, vous voyez. Alors, donc, c'était mon mémoire, non, c'était une thèse de 3e cycle qui m'a permis d'entrer à l'université. Voilà. Parce qu'il fallait, si possible, avoir une thèse avancée. Vous savez qu'il y a eu la réforme protestante, bien sûr, tout le monde le sait, et ensuite il y a eu, au XVIe siècle et au XVIIe, il y a eu ce qu'on a appelé la contre-réforme catholique. Bon, c'est l'étude de tout cela. Pour le département et pour la ville, c'est très important. Hein. Enfin bon, allez, j'arrête là. Ça m'a permis de connaître, vous voyez, parce qu'après, la thèse, elle aurait pu rester dactylographiée, mais j'avais toujours envie de publier si c'était possible. Et j'ai fait connaissance de quelqu'un qui a compté dans ma vie, c'est Jean Marempoué. Jean Marempoué était un éditeur, c'était comme autrefois, vous savez, au XVIIIe siècle ou au XVIIe, ils étaient éditeurs, imprimeurs et libraires. Hein. Donc Jean Marempoué, il était place de la Libération, à côté du tribunal à Pau. C'était un célibataire endurci, il tenait cette entreprise avec sa sœur, ils fumaient comme des pompiers, bon, sans arrêt, mais vraiment, j'ai établi des liens quasi amicaux. La même année, on a publié, toujours chez Marempoué, alors, une histoire de Tarbes. Et c'est important parce que ça n'existait pas. Il n'y a eu aucune histoire de Tarbes, donc c'est en 1974. On a formé une équipe, hein, notamment, alors là, on va trouver Robert Vier, qui avait participé, non, pas à la première édition. Pas à la première édition. Bon, donc, il y a Castex, il y a Mangin, parce que Jean-François Lenaille n'est pas encore arrivé dans le département, il arrivera 2 ans après, à peu près. Et bon, enfin bref, c'est une équipe, on s'entend bien, ce sont des professeurs du lycée, et la plupart, bon moi je suis à Toulouse, mais je les connais, et tout ça marche très bien. C'est une belle histoire, hein, 450 pages, avec vraiment des passages nouveaux, quoi. C'est vraiment de là. Alors, en 1974 également, je ne fais que participer donc à un ouvrage collectif, Les Pyrénées, de chez Privat. Mais c'est un ouvrage qui a compté pour moi parce que donc je suis un tout jeune assistant à l'université, donc tout à fait au bas de la pyramide. Et un jour, un professeur de géographie qui nous faisait tous trembler, le professeur Taillefer, François Taillefer, me fait venir et me dit « Soulet, je dirige un ouvrage collectif sur les Pyrénées, est-ce que vous accepteriez d'écrire un chapitre sur la civilisation matérielle ?» Alors, à l'époque, je n'étais pas du tout spécialisé dans les Pyrénées, hein. J'avais fait ce petit travail sur la thèse sur les traditions religieuses, etc. Et d'autre part, il me donne les noms des autres collaborateurs. Alors il y avait Bartholomé Benassar, qui était déjà au sommet de la gloire, il y avait Jean Durga également. Moi, je n'avais rien à faire là, hein. Donc il ne me l'a pas dit, mais je suppose qu'il y a eu au dernier moment un désistement et qu'on a dit qui va faire ça? Eh bien, il y a le petit Soulet. Bon. Alors le petit Soulet, il a accepté, bien qu'encore une fois, il ne sache pratiquement rien, et il s'est mis au travail. J'ai travaillé comme une bête pendant 1 an pour faire un chapitre de 30 pages, si vous voulez. Bon, parce que, enfin bon, j'explique pas pourquoi, mais c'était quand même, c'était sur la civilisation matérielle, c'est-à-dire sur l'économie. C'était pas du tout ma partie en plus. Bon, moi c'était plutôt la société, les mentalités. Alors donc j'ai quand même travaillé beaucoup parce que je me disais, tu te rends compte, tu vas être publié en même temps que Benassar, que tous ces gens que tu admires, mais ça va être minable, donc fais un effort, tout ça. Bon, le chapitre bon est accepté et le livre paraît et bon voilà. Et 50 ans plus tard, en 2021 à peu près, l'éditeur Kern me dit « Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée, 50 ans après le premier ouvrage sur les Pyrénées de Taillefer, de faire un autre ouvrage collectif
qui ferait le point sur les travaux effectués en 50 ans, sur à peu près tous les domaines, géologie, géographie, histoire de l'art, économie. Bon, bien sûr, ça serait un ouvrage collectif. Et il me dit, si tu veux, tu peux le diriger. Donc, bon, j'accepte. Et on a fait un bel ouvrage, inégal. Hein, il y a des choses très intéressantes, d'autres qui sont moins fouillées, donc qui s'appelle État des lieux. C'est la réponse donc de l'ouvrage sur les Pyrénées. Là aussi, c'est une belle histoire. En 1981, donc, un éditeur, qui n'était pas un éditeur, mais qui était un agent immobilier de Pau, se présente un jour à Tarbes, ou peut-être aux archives d'ailleurs, déjà M. Lenaille était là, et il s'appelait Cozzolino, et donc pas du tout du métier. Marimpou est déjà, je pense, où il était mort, où il avait fermé. Et donc, ce monsieur Cozzolino voulait surtout faire de l'argent, hein, il n'a pas caché, et il dit, voilà, je voudrais publier, comme je suis en train de le faire pour le Béarn, un beau livre, un beau livre sur la Bigorre. Est-ce que vous accepteriez? Bon, il avait eu mon nom, je ne sais pas comment, et donc, je me tourne vers Jean-François Lenaille, qui était directeur des archives, qui était arrivé en 1976, et je m'entendais très bien avec lui, on était, je trouve, très complémentaires. Lui, c'est l'homme de la réflexion, qui n'entreprend rien sans avoir bien pesé le pour et le contre. Moi, c'est le contraire, la fougue, je réfléchis après. Lui, c'est l'homme de l'analyse, moi, plutôt la synthèse. Hein. Bon. Donc, je crois qu'on s'entend fort bien, et on décide donc de diriger cet ouvrage. Et ça sera une très belle aventure. Alors, avec quand même des hauts et des bas, parce qu'on réunit une équipe, la voici. Donc voici M. Lenaille d'abord. Il n'a pas tellement changé. Il avait déjà beaucoup moins de cheveux que de son âge à cette époque, donc il n'a pas du tout changé. Bon, alors voilà, on collaborait à cet ouvrage. Jean-Pierre Bove, qui a disparu il y a 5-6 ans, et qui était un ami vraiment précieux pour nous tous, hein, qui travaillait au Télécom, mais qui avait une licence en droit, une licence en histoire. Jean Castex, donc c'est ce professeur que j'ai déjà cité de Théophile Gautier. Jean Courtadet, ici présent avec son épouse, qui était donc déjà professeur d'histoire, qui était déjà rédacteur en chef de l'Avenant et Pays Toy, et qui aujourd'hui donc enseigne l'histoire régionale. Louis Laspal, alors, donc, qui pour nous impressionnait un peu, parce qu'il était un peu plus âgé que nous, et puis il parlait bien, il avait une prestance, etc., très gentil, érudit, bon. Jacques Longuet, alors là aussi c'est un homme, enfin un nom que je cite avec un énorme plaisir. Il était journaliste, hein, mais passionné d'histoire. Alors l'histoire un peu à la Jacques Longuet, hein, c'était parfois un peu anecdotique tout ça, mais s'entendait bien. Il était très fier qu'on le prenne parmi les professionnels de l'histoire que nous étions, et nous on était très contents de l'accueillir. Jacques Pomarède, c'est un professeur de droit remarquable, hein, qui, peut-être parce qu'il connaissait Jean-François Lenaille, je ne sais pas comment c'était connu, mais qui a accepté de travailler. Jean-Charles Rivière, c'était un tout jeune, qui venait d'être licencié en droit et en histoire, et Robert Vier, donc, qui était professeur agrégé de géographie, mais déjà très intéressé par l'archéologie. Alors, ça a donné, dans un premier temps, toute cette équipe, au lieu de donner pour un volume énorme, comme un dictionnaire, là, celui que vous voyez, mais 2 volumes. Alors il a fallu annoncer, tu t'en souviens, Jean-François, j'espère, à M. Cozzolino, qui déjà avait battu la campagne pour vendre son livre, donc qui en aurait 2. Et personnellement, je tenais, je voulais rien sacrifier, parce qu'on avait quand même conçu les choses, c'était pas mal. Hein. Aujourd'hui, on le trouve pratiquement plus, sinon au marché noir sur Internet, à un prix très élevé. Mais il y avait une histoire qui était faite chronologiquement, très neuve par certains endroits, notamment la partie faite par M. Lenaille sur le haut Moyen-Âge. On n'a jamais écrit des pages
meilleure que sur les mentalités en Bigorre au Moyen-Âge. C'est vraiment essentiel. Et après, donc, on avait déroulé, mettons, je vois la tête de Jean Courtadet, lui s'était occupé de la période du 19e et du 20e, tout ce qui concernait la vie politique à cette époque-là. Bon. Robert Vier, lui, avait fait un chapitre très neuf sur l'émigration. C'est lui qui connaît le mieux le problème de l'émigration. Et c'est un chapitre remarquable sur les départs. Vous savez, j'en parle dans mon bouquin, là, dans le petit roman, en reprenant d'ailleurs l'essentiel de ce qu'a écrit Robert Vier. Et donc, il s'occupe de ça. Et on avait décidé, c'était un peu la nouveauté, qu'à la fin du volume, il y aurait un dictionnaire de toutes les communes. Alors, il y a combien il y avait de communes? 400 Tu te rappelles pas? Et Robert? 480 communes dans les Hautes-Pyrénées. Hein. Vous savez, vous avez des communes avec 18 habitants. Et que pour chaque commune, on mettrait donc les origines, tout ce qu'on savait depuis la préhistoire, etc., etc. Ça a été énorme, et d'ailleurs, on y a travaillé, surtout Robert Vier, d'ailleurs, des soirées entières. Hein. Deuxième caractéristique, un atlas qui était inclus et qui est toujours des cartes, de toutes sortes de cartes. Par exemple, le maïs dans les Hautes-Pyrénées, avec les dates avec lesquelles le maïs était implanté dans tel canton, puis tel canton. Après, beaucoup de cartes sur la démographie, etc., etc. Et enfin, troisième caractéristique qui a été voulue et menée par Jean-François Lenaille, c'est l'illustration. Une illustration remarquable. Et là, l'éditeur, que tout à l'heure j'ai un peu moqué, parce qu'en disant que ce n'était pas un professionnel, il a accepté, ça lui était égal que le volume soit cher, mais il voulait que les illustrations soient très belles. Et on a fait appel à la collection Yann, Dieu Z, voyez. Donc nous sommes allés à Toulouse, nous avons choisi, et les illustrations sont superbes. Donc 2 volumes, ce que tous les Hauts-Pyrénéens devraient avoir dans leur bibliothèque, hein, sincèrement. Non, je le dis, d'autant plus qu'il n'est pas à vendre, hein, donc c'est voilà. Alors, on va continuer parce que j'ose pas regarder l'heure. Jean, tu tiens le coup encore, tu n'as pas sommeil là. Si je tiens le coup, toute l'Assemblée tiendra le coup. Voilà. Alors après, un ouvrage collectif auquel j'ai peu participé, mais j'ai participé un peu, également, je crois, Robert, etc. Un ouvrage que nous avons fait avec Jean-François Lenaille, qui n'est pas une réussite. Ce que j'ai écrit est très bien, mais pas ce qu'il a écrit, non. Je plaisante, c'est totalement idiot. Non, je dis c'est pas une réussite parce que le principe était simple. Un photographe de Pau nous avait proposé de prendre des photos de mettre côte à côte sur 2 pages une carte postale, donc donnant le paysage fin 19e, début 20e, et la photo aujourd'hui, pour pouvoir comparer. Donc le principe était simple. Mais les photos ont été très médiocres. Tu es d'accord, hein, Jean-François? Donc c'est un ouvrage quasiment raté. L'éditeur, d'ailleurs, n'en était pas fier. Hein. Bon, l'éditeur, c'était Kern, déjà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai éteint tout? Non, voilà. Ensuite, un autre ouvrage, donc, La vie quotidienne dans les Pyrénées. Alors, que j'ai sorti en 1974. Tout à l'heure, j'ai raconté, donc, en préparant un chapitre de l'ouvrage collectif dirigé par François Taillefer, Les Pyrénées, j'avais mis 1 an et que j'avais accumulé beaucoup, et que donc j'avais uniquement, je m'étais servi de certaines choses. Alors, un ami que certains connaissent, c'était Jean-Claude Gonzalez qui nous a parlé de l'Inde. Hein. Il avait son père qui travaillait à l'imprimerie d'El Duca de Biarritz, qui imprimait une partie des ouvrages d'Hachette, notamment les vies quotidiennes, qui à l'époque étaient très réputées comme collection. Et il me dit, écoute, puisque tu as accumulé des tas de renseignements sur les Pyrénées, pourquoi tu ne ferais pas une vie quotidienne? Je dis, une vie quotidienne, bon, etc., etc.
ne m'en sentais pas capable, il m'a encouragé, j'ai écrit, ils ont accepté, et ça a été mon best-seller, hein, parce qu'il y a eu de multiples éditions, donc je crois qu'il a dû s'en vendre au moins 15 000 exemplaires, alors que la plupart des autres ouvrages, c'est 200, 300 exemplaires, pas 300 000, hein, 200, 300 exemplaires, là, mais sur plusieurs années. Bon, je pourrais en parler aussi, c'est un bon souvenir, hein, qui a été réédité, ça c'est une réédition en 2006. Ensuite, vous voyez deux ouvrages donc, qui s'appellent Les Pyrénées au 19e, tome 1, tome 2. Alors là, c'est ma thèse d'État, parce qu'à l'époque, on pouvait faire une thèse de 3e cycle, c'est mes traditions et réformes religieuses, quand je monte au ciel, vous vous rappelez tout à l'heure de la couverture. Là, c'est une thèse sur la vie dans les Pyrénées au 19e siècle. Alors, petite histoire quand même. Donc je présente cette thèse, pour moi c'est important, en 86, au château du Mirail. Et là, à la sortie de la thèse, des délibérations, un monsieur que je ne connais pas vient me voir et me dit « Monsieur Soulet, je prends votre thèse. » Et vous ne me connaissez pas, non? Je dis « Je suis monsieur Éché, éditeur. » Donc c'était un petit éditeur, mais enfin qui éditait pas mal, un ancien prof d'histoire et géo à Toulouse. Et donc, il me dit, je prends tout, je ne veux pas, je vous demanderai rien, je prends tout, ça fera 2 volumes, tout ça. J'étais aux anges, bon, et il imprime, il édite ces 2 livres. Le premier paraît d'abord, ce qu'il ne faut jamais faire, que si vous faites en plusieurs volumes un ouvrage, il faut qu'il paraisse en même temps, sinon les gens oublient, etc. Bon, donc le premier volume paraît, bon, ok. Et puis, lorsque le volume 2 devait paraître, il y a en même temps un autre ouvrage de chez Éché qui doit apparaître, c'est L'os de Dionysos de Christian Laborde. Or, certains savent, pas tout le monde ici, mais que cet ouvrage donc a rencontré une opposition notamment de la part de la direction de Garaison, du clergé local, qui a intenté un procès et l'ouvrage a été saisi. Or, Éché, l'éditeur du L'os de Dionysos et du pauvre Soulet, Éché était les affaires ne marchaient pas bien à l'époque. Hein. Il faisait ça avec ses fils, tout ça. Et le fait que le livre ait été saisi, celui de Laborde, ça l'a coulé complètement. Donc, mon ouvrage, le second volume, qui était imprimé, hein, il m'a dit, je ne peux pas vous le donner. Il est dans tel hangar, il y a les scellés, hein, et il est mis sous scellé. Et moi, avec un neveu, une nuit, parce que je la voulais, je suis allé et on a ouvert une porte et je suis reparti avec 50 volumes, parce que je voulais quand même le volume. Bon, maintenant, vous pouvez me dénoncer, c'est trop tard. Bon. Alors, mais c'était quand même un peu raté la publication, vous voyez, à cause de ça, hein, mais bon, peu importe. Et un jour, voilà, les 2 volumes. Ça m'a permis aussi, c'est l'époque là où on l'a présenté à la bibliothèque municipale et où j'ai connu Alain Capdegel. Bien, il était au Vieux-Pont et il a organisé tout ça, donc c'est une date importante pour moi. Bon, nous étions en 1987. Quelques années plus tard, je rencontre par hasard le directeur des éditions Sud-Ouest à Bordeaux, un certain Régnier. Et il me dit, oui, j'ai entendu parler de votre thèse, tout ça, moi je suis pour les Pyrénées, je trouve votre thèse formidable, tout ça, et elle a été mal partée, je veux la rééditer, mais je veux la rééditer en un seul volume. J'ai dit, je ne sais pas comment on pourrait faire, hein, parce que ça faisait au total 1400 pages, hein, les 2 volumes, 700 pages chacun. Il me dit, écoutez, je vais réfléchir, et après je vous rappellerai. 1 an, 2 ans passent, donc je me suis dit, c'est terminé. Et puis non, il m'a rappelé et il a trouvé, si vous voulez, en faisant sur 2 colonnes, etc., des caractères un peu petits, il a fait revoir toutes les notes par un spécialiste qu'il a payé, et j'avais fait des erreurs d'ailleurs dans les notes qui ont été corrigées. Et là, j'ai eu donc un très beau volume, 766 pages, qui reprenait les deux volumes. Alors ensuite, on passe à la petite histoire de Tarbes chez Kern. Ça me permet de dire que les éditions Kern de Pau
Donc j'ai connu le patron de Cairns, M. Kerebel, un breton, dès 1999, et j'ai collaboré avec lui jusqu'à ce qu'il vende, il y a 2 ans, la maison Cairns. Je collaborais avec un immense plaisir, parce que tout ce qui concerne le livre m'a toujours plu, donc je me suis occupé de plusieurs collections qu'on a lancées, etc. Ça a été un grand moment, et je lui dois beaucoup aussi à Jean-Luc Kerebel. Donc, histoire de temps. Ensuite, un ouvrage tout à fait différent, mais c'est de l'histoire quand même, avec Sylvain Gain-Lorinet. Nous avons écrit donc un livre sur les feux de Céron. Bon. Je ne veux pas en parler, sinon je ne m'arrêterai pas. Après, toujours chez Cairns, on a créé une collection qui s'appelait Petit lexique amoureux, en reprenant d'ailleurs un concept de chez Plon ou je ne sais pas où, donc on n'invente jamais rien totalement. Et il y avait donc Petit lexique amoureux d'un certain nombre de villes, tout ça. Donc j'ai dirigé un petit lexique amoureux de Tarbes, puis un lexique amoureux des Pyrénées avec Jean-François Lenaille. Et tout un groupe, vous le voyez, Patrice de Belfond, Christian Grabeau, Anne Lasserre, voilà, Claudine Jean-Luc Valenti, etc. Alors, on continue. Après, c'est beaucoup plus tardif. Donc, j'ai eu plaisir à faire une biographie de Maurice Trélu, le maire de Tarbes. Ça m'a beaucoup intéressé. Je suis très content d'avoir fait ça. Et ensuite, une biographie aussi d'un homme oublié complètement, un journaliste, homme politique, résistant, créateur d'un réseau de résistance à Tarbes, le réseau Combat, et qu'on avait totalement oublié. Donc voilà. Donc ceci, c'était pour les Pyrénées. C'est pas fini encore. Et puis un jour, donc, je me suis dit, parce que parmi les universitaires, si vous voulez, vous avez les universitaires sérieux qui consacrent toutes les années qu'ils passent à l'université, 30 ans, 40 ans, à un même sujet. Par exemple, M. Tucot-Chalat, qui a fait sa thèse à Pau sur Gaston Phébus, n'a pas fait que du Gaston Phébus, mais presque quand même. Il s'est consacré au Béarn à cette époque et tout. Bon. Moi, je fais partie d'une autre catégorie, moins nombreuse, un peu des touches à tout. Je me suis passionné pour les guerres de religion, pour le XVIIe, et puis après, hop, j'ai voulu passer à autre chose, au XIXe, puis du XIXe, bon, etc. On est comme on est, je regrette rien, bon, ça vous permet de voir d'autres champs, bien entendu, ça ne vous permet pas d'approfondir comme on peut le faire lorsqu'on passe une partie de sa vie professionnelle sur un thème. Alors, donc, vers les années 80-90, j'ai constaté que les étudiants que j'avais à Toulouse, ou les lycéens que je voyais de temps en temps, étaient intéressés par l'histoire la plus récente. Or, les programmes s'arrêtaient pratiquement à la Seconde Guerre mondiale. Donc, par exemple, la guerre d'Algérie, on n'en parlait pas. La guerre du Vietnam non plus, etc., etc. Et je sentais qu'il y avait chez eux une frustration. Bon. Alors, je n'étais pas le seul à ressentir ça en France. Mon maître, si je peux dire, René Raymond, que tout le monde connaît ici à peu près, qu'on voyait beaucoup aux élections, qui était prof à Sciences Po, agrégé d'histoire et tout, lui aussi plaidait pour une histoire qui arriverait pratiquement jusqu'à nos jours. Alors, selon les personnes, on parlait d'histoire du temps présent, moi je parlais d'histoire immédiate, mais en gros, c'était comment faire, avec sérieux, l'histoire la plus récente, en sachant que certaines archives étaient fermées, mais qu'on avait d'autres documents ouverts, comme ce qu'on appelle les sources orales, c'est-à-dire les témoignages. Donc ça m'a passionné, et à Toulouse, j'ai créé un groupe de recherche d'histoire immédiate. J'avais toute une cohorte d'étudiants, 20-25, on nous appelait la secte, qui religieusement suivait cela et tout. C'était une époque formidable. Alors, donc j'ai fait quelques livres là-dessus. Alors d'abord avec Sylvain Gain-Lorinet, qui était convaincu à l'époque en tout cas de l'histoire immédiate, et qu'il est toujours, je pense. Nous avons fait chez Armand Collin, vous vous rappelez peut-être qu'Armand Collin
c'était une belle maison d'édition qui a disparu aujourd'hui, hein, d'édition universitaire, je voulais dire. Donc on a fait dans la collection U un précis d'histoire immédiate où on essayait d'expliquer pourquoi on pouvait faire de l'histoire immédiate. Ensuite, j'ai publié seul un ouvrage de réflexion sur les sources, les méthodes de l'histoire géographique, toujours chez Armand Collin, en histoire immédiate. Donc il y a eu 2 éditions, une en 2009, d'autres en 2012. J'étais très content aussi. Vous voyez, des faits très récents, l'élection d'Obama, là c'est en 2010 en Tunisie, là, la révolte des jeunes. Ensuite, donc, j'ai créé une revue qui existe encore aujourd'hui, qui a été reprise à Pau, qui s'appelle Les Cahiers d'Histoire Immédiate, où 2 fois par an, c'est pas extraordinaire, mais où on publie des articles. Et là, dans ce numéro, par exemple, on fait le point sur les méthodes, les pratiques. Alors, quand vous avez un bon éditeur comme Armand Collin, à l'époque, l'éditeur s'occupe, va à la foire de Francfort et essaye de vendre à l'étranger vos bouquins. Hein. Donc, par exemple, j'ai eu le plaisir à ce que mon Que sais-je, dont je vais parler d'histoire immédiate, soit traduit en Roumanie. Bon. Après, avec Sylvaine Lorinet, on a fait la suite, Le Monde depuis la fin des années 60, toujours dans la collection U. Donc il y a Ce que sais-je, l'histoire immédiate, l'abbé d'Avezy qui avait beaucoup d'ironie, mais c'était une ironie, me présentait, j'étais devenu ami avec lui, il disait, vous savez, c'est Jean-François Soulet qui a fait une histoire immédiate, la collection Histoire immédiate, où les gens ne s'évanouissaient pas quand même, hein, mais à l'époque, ça a donné un petit prestige. Aujourd'hui, c'est pratiquement fini. Bon. Alors, là aussi, c'est toujours 20 ans d'histoire immédiate, je fais le point donc, dans un bouquin. Aussi chez Privat, parce que pendant quelques années, j'ai été directeur d'une petite collection chez Privat. Donc ça m'a plu beaucoup aussi. Hein. J'ai appris exactement des méthodes là, éditoriales, c'était bien mené à l'époque, ça n'a pas duré malheureusement. Et notamment, donc j'avais créé une petite collection, Questions d'histoire immédiate. Et j'en ai fait un sur la société civile. On parlait beaucoup de la société civile, qu'est-ce que c'est, comment elle s'est éveillée, c'est une problématique que j'avais déjà dans la thèse. Alors, ceci c'était l'histoire immédiate. Après, le monde communiste. Alors on s'est demandé beaucoup comment ça se fait, Jean-François Soulet est devenu communiste, lui qui était si pieux, vous savez. Bon, je ne suis pas du tout devenu communiste. C'était amusant parce que nous collaborions à l'époque avec Sylvaine Lorinet. Sylvaine Lorinet était fille de communistes militants, elle-même, sans avoir pratiqué, elle était quand même un peu proche de cela. Et elle s'est spécialisée dans l'histoire religieuse, elle a fait une thèse sur Monseigneur Théas. Et moi, donc, qui était le fruit d'un couple très catho, etc., je me suis spécialisé pendant un temps sur le monde communiste. Bon, il y a des raisons certainement. Alors, en 1982, c'est un moment très important pour moi, donc après l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, avec un collègue de Pau, Jean Chiama, nous avons écrit donc une histoire de la dissidence et des oppositions à NURS et dans les démocraties populaires. Un gros bouquin de 450 pages au Seuil, messieurs, dames. Donc on était très fiers. Quand même, le Seuil, c'était quelque chose à l'époque. Hein. Bon, et on avait inauguré une collection. Ça s'est vendu pas mal, mais ça nous était égal. La nouveauté, c'est que vous aviez des grands spécialistes comme Hélène Carrère d'Ancos, par exemple, politologue, remarquable, grand esprit et tout, qui donc faisait régulièrement des ouvrages sur l'Union soviétique, etc., mais pas un mot sur ce qu'on appelait la dissidence. Pas un mot. Hein, Et donc, nous qui sommes surtout à l'époque absolument pas spécialistes, on trouvait ça un peu bizarre. Hein. Et c'est un peu comme si on voulait faire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale sans parler de la résistance, si vous voulez. Ce serait un peu ça. Hein. Bon.
Donc nous avons décidé, en prenant, malheureusement nous ne parlions ni le russe, ni le géorgien, ni le tchèque, etc. Donc simplement avec nos maigres connaissances en anglais, nous avons décidé, en s'appuyant sur Amnesty International, sur aussi un certain nombre de revues, on a essayé de faire une typologie de la dissidence en URSS et dans les démocraties populaires. On était quand même courageux. Je ne dirais pas courageux, on était gonflés. Parce que deux petits inconnus qui ne parlent pas les langues, etc., s'insérer dans ce créneau, qui n'était pas un créneau artificiel, c'est vrai que ça manquait, mais bon, voilà. Alors, histoire de la dissidence. Ensuite, en 91, avant que l'Union soviétique ne disparaisse, j'ai commis ce petit livre chez Armand Collin, dont je suis relativement fier, L'implosion du système communiste. C'est l'éditeur qui a voulu appeler ça la mort de Lénine. En réalité, je ne parle pas du tout de Lénine. Hein. Une fois, j'ai voulu acheter ce livre pour offrir à Paris. J'en avais pas, et je vais aller dans une librairie, ça venait de paraître, je dis, je voudrais le livre de Soulet. Bon, je donne le titre. Il me dit, on l'a pas. Ah si, on l'a, alors, avec les œuvres de Lénine. Et j'ai dit, monsieur, ce livre, il ne parle pas du tout de Lénine. Écoutez, hein, on sait ce qu'on fait. Bon, je ne vais pas insister, et voilà. Donc moi, c'est le sous-titre qui m'intéressait, l'implosion des systèmes communistes. C'est-à-dire, avant même, il en avait, le système communiste, pour quelques mois à vivre, pas, quand même. Mais avant même qu'il n'explose, j'essayais plutôt de passer en revue, toujours avec le souci de comparer dans les différents pays communistes. Bon. Après, j'ai proposé une histoire comparée des États communistes. Là aussi, il fallait être gonflé, hein, franchement, hein, parce qu'il y en avait quand même de beaucoup plus spécialisés. Mais ça n'existait pas. Vous aviez une histoire des démocraties populaires de Fechto, qui était très bien faite, des démocraties populaires. Hein. Vous aviez évidemment des histoires sur la Chine, sur Cuba, etc. Mais personne n'avait osé, si vous voulez, comparer comme ça. Or, si vous comparez, vous avez quand même des idées neuves qui apparaissent. Hein. La comparaison fait jaillir des choses. Bon. Gros bouquin qui m'a coûté quand même beaucoup de temps. Donc, il a été traduit en roumain aussi en 98. Vous m'entendez là? Non. Il n'y a plus de... Un, deux, ça va aller mieux. Même les micros s'épuisent. Hein. Alors vous, dans quel état vous êtes? Je le comprends très bien. Bon, donc traduction en roumain. Ensuite, dans le livre de poche, Jean-François Sirinelli, qui était un grand historien, dirigeait une collection et il m'a demandé d'écrire quelque chose sur l'URSS et les pays de l'Est, donc j'ai été très content. Ensuite, j'ai proposé à Armand Collin une histoire de l'Europe de l'Est, qui a été traduite aussi en roumain, puis deuxième édition, et une édition là en portugais, voilà, 2009. Ça fait plaisir. Mon que sais-je, on m'annonce qu'on avait vendu les droits au Japon. J'étais content, ça serait amusant de voir le bouquin. Et très vite, après cette annonce, je reçois d'un historien japonais des lettres me demandant des précisions, me disant j'y travaille, tout ça. Il écrivait le français impeccablement. Et il me dit à un moment donné, j'ai fini, bon, tout content personnellement. Et puis, plus rien. Et 2 mois plus tard, il me dit voilà, je me suis fâché avec l'éditeur, donc l'éditeur renonce à publier. Voilà. Donc il n'y a pas de bouquin en japonais. Alors, maintenant, je vais terminer par la famille. Donc ça m'a intéressé de temps à autre, un peu parfois pour faire mon deuil, etc., de publier à usage bien sûr restreint des ouvrages sur ma famille. Alors, peu après le décès de ma mère, j'ai publié, je suis né à Mur-de-Bresse-Aveyron le 13 mars 1908. Je lui avais demandé à ma mère, il y a 5 ou 6 ans avant, elle n'était pas malade ni rien, ma mère n'avait pas fait d'études du tout, mais d'écrire sur un cahier d'écolier ses souvenirs. Voilà. Elle les avait écrits pour ses petits-enfants,
Et enfin, j'ai repris scrupuleusement, hein, j'ai fait une préface, c'est tout, hein, et avec des photos, ça m'a fait très plaisir et ça m'a vraiment aidé un peu à faire mon deuil. Ensuite, donc j'avais un neveu qui était pilote de chasse, qui était mon filleul, j'étais très proche de lui, donc il est mort d'un cancer en 2017, donc j'ai fait ce premier ouvrage. Là c'était vraiment bon, pour la famille uniquement, et ensuite j'en ai fait un autre sur mon neveu, très différent, essayant de reconstituer sa carrière, belle carrière, hein, et là, en tant qu'historien, hein, ça m'a quand même beaucoup coûté. J'ignorais tout de l'aviation et de la militaire. J'avais des relations avec le neveu fréquentes, mais on ne parlait pas de ça en général. Hein. Bon. Et donc là, je me mets en tête de retracer la vie d'un pilote de chasse qui devient, bon, peu à peu, il gravit tous les échelons, et il devient général 4 étoiles, et il commande 23 000 hommes quand il meurt. Donc, toute une progression de carrière. Mais évidemment, il faut quand même connaître. Donc, j'ai fait ce que les historiens font souvent, donc j'ai rien inventé. Sur le memento, quand un officier meurt, dans l'armée de l'air c'est comme ça, je pense que c'est pareil partout, notamment un officier supérieur, toutes les condoléances qu'on envoie, ça peut être 3 lignes, ça peut être 3 pages, sont repris, imprimés, et on en fait un petit livre qu'on envoie aux amis, à la famille. Avec, chaque fois, il y a le nom de la personne et l'adresse. Donc, j'avais ceci, plus l'annuaire des anciens pilotes de chasse, et notamment la promotion de mon neveu. Donc, j'ai recoupé cela, et j'ai sélectionné 50 personnes qui avaient croisé la vie de mon neveu pendant la carrière militaire. Et j'ai établi un questionnaire, parfois 5-6 questions, parfois 20-25 questions. Vous étiez à cette époque au ministère avec lui, etc., ceci, cela. Et ils m'ont presque tous répondu. C'était un peu dans l'émotion d'ailleurs du décès. Hein. Et donc j'ai croisé cela. Je me suis bien sûr renseigné et tout, et ça a donné lieu à une biographie honorable, à mon avis, hein, parce que après j'ai attendu les critiques des spécialistes, si vous voulez, et ça s'est assez bien passé. Bon, il y a des départs qui s'annoncent déjà. Alors, voilà pour la famille, et puis, donc, un beau jour, je me suis lancé dans les romans. Bon, j'ai jamais cru que j'avais le moindre talent, hein, ne croyez pas. Ça me plaisait, j'ai un peu d'imagination, j'aurais été peut-être un scénariste moyen, mais après il me manque les qualités essentielles d'un romancier, surtout tous ces beaux romanciers qu'on voit maintenant, qui peuvent, je ne sais pas si vous voulez, décrire dans le détail des odeurs, des couleurs, toute cette poésie, ça me manque totalement. Hein. Donc je sais simplement bâtir des petites histoires. Bref, je me lance là. De toute façon, ça ne coûte rien à personne. Hein. Bon. Premier roman, donc, je trouve un petit éditeur à côté de Montrégeau, Pyrégraphe, qui me le prend, Soleil d'hiver. C'est une dame de 99 ans, virgule, si je peux dire, 9 mois, donc proche du centenaire. Elle est en maison, en EHPAD, comme on ne disait pas encore à l'époque, et la directrice veut lui faire une grande fête. Et elle ne veut pas, donc c'est une femme de choc, là, la mémé, et voilà. Ensuite, en 2008, le pèlerinage en Géorgie, histoire, parce que chaque livre a son histoire, évidemment. Donc, je pars avec une amie en 2007, je n'étais jamais allé ni en Géorgie, ni en Arménie. Et cet ami me dit, tiens, il y a un voyage à Bayonne qui s'organise pour ces deux pays, ça m'allait très bien, la date et tout ça. Donc, on souscrit, on y va, sans trop de renseignements. Et dès que le premier jour, je m'aperçois que c'était un quasi-pèlerinage. Je savais qu'il y avait un prêtre dedans, mais ça m'a gêné nullement. Hein. Et là, on commence le rosaire, etc. dans le bon. Et encore une fois, j'étais loin d'être un opposant, puisque j'étais de culture catho.
mais ça m'a exaspéré. Bon. Et donc, j'ai rongé mon frein tout le temps, j'ai fait un peu la tête, tout ça, mais je pouvais m'en prendre qu'à moi. Et en revenant, j'ai dit, je vais faire un roman là-dessus. Bon, voilà, et j'ai fait un roman là. Après, vous le savez, je suis originaire du Rouergue, donc là, c'est un roman qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale en Rouergue. Voilà. Ça, c'est la suite, Errance, de Rouergue à Berlin. Ça a paru en feuilleton dans un petit journal de l'Aveyron. Après, un roman que j'ai, personnellement, que j'aime, je peux le dire, Les Tourments de l'abbé Combe, où j'essaye de raconter ce qui se passe dans la tête d'un prêtre de l'époque, c'est-à-dire de 1980-90, avec tous les problèmes qui commencent à se poser pour ce prêtre, et en particulier, donc, il tombe amoureux d'une de ses paroissiennes, mais ce n'est pas la seule chose. Ensuite, je fais un petit roman sur un pilote de chasse. Bon, bien sûr que j'ai déjà écrit le livre sur mon neveu, donc je commence à être un peu moins ignorant sur ces problèmes. Et j'imagine qu'un pilote de chasse donc, se crache en Corse, et on cherche qu'est-ce qui s'est passé. Alors, accident, j'avais interrogé mon neveu pour savoir, et là, il semble que ce soit un suicide, ce qui est très rare, là, chez les pilotes de chasse, paraît-il. Donc, c'est un roman. Ensuite, que j'ai bien aimé aussi, Mon Dieu, si je m'étais trompé, donc j'imagine que Bernadette Soubirous, la voyante de Lourdes, a écrit, parce qu'elle ne savait pas écrire, mais elle a appris à écrire, hein, bon, a écrit avant sa mort, hein, vers 30 ans ou comme ça, des mémoires, et ces mémoires n'étaient inconnues jusqu'à ce qu'on les découvre aux archives départementales des Hautes-Pyrénées. Là, dans un paquet, c'est pas l'archiviste d'ailleurs, mais c'est un jeune stagiaire. Et dans ce mémoire, elle dit, j'ai besoin de parler de ce qu'on a appelé les apparitions, etc., etc. Et voilà, j'imagine, parce que si vous voulez, je pars, moi, de deux choses. Un, pour moi, Bernadette ne ment pas. La figure de Bernadette, comme tous ceux qui l'ont un peu approchée dans les livres, hein, c'est une figure assez remarquable. Hein. C'est une personne qui vous impressionne. Donc je pense qu'elle ne ment pas. En même temps, je vous livre mon point de vue, je ne pense pas qu'elle ait vu la Vierge. Alors il faut essayer de trouver quelque chose entre les deux. Là. Bon, c'est ce que j'ai essayé de faire, je ne vous dis pas que j'ai réussi. Et enfin, donc, Jeanne, ça m'a pris comme ça, en juillet, je dis tiens, j'avais été intéressé par l'article que Geneviève Selaï avait écrit. Elle avait fait la biographie avec le peu de renseignements qu'on avait, hein, ainsi bien sûr que André Elisségui, qui avait fait toute sa généalogie. J'ai vu qu'on ne pouvait pas faire un livre d'histoire, mais peut-être qu'on pourrait faire un petit roman. Bon, pourquoi pas. Alors, pourquoi une biographie romancée ? Donc d'abord, je ne suis pas le premier à oser ça. Hein. Il y a quelques camarades qui sont presque plus connus que moi, comme Marguerite Yourcenar, qui a imaginé ce qu'il y avait dans la tête de l'empereur Adrien. Bon, et c'est quand même un ouvrage très intéressant. Ravel, c'est un ouvrage de Jean Echenoz, donc il imagine là aussi, puisqu'on ne savait rien sur la fin de la période de Ravel, il imagine. C'est rien, je n'ai pas éteint, j'aurais dû éteindre. Bon, et je me suis mis là parce que Bernadette Soubirous, c'était, comment dirais-je, enfin mon livre, c'était déjà une biographie romancée. Bon, voilà. Alors, je veux, avant de commencer quand même, d'ouvrir le livre, dire que il ne faut pas croire qu'il y a une voie pour l'historien, une voie très sérieuse que j'ai essayé d'apprendre à des étudiants, que j'ai essayé bien sûr d'appliquer avant tout, c'est-à-dire les documents,
jamais ne rien inventer, croiser les documents pour approcher de la vérité, et quand on ne sait pas, eh bien, ne rien dire, etc. Bon. Donc il y a une déontologie de l'historien, sans doute, et après il y aurait, alors il y a le romancier. Le romancier, normalement, il peut laisser parler son imagination, il n'a aucun compte à rendre, hein, sinon l'intérêt du lecteur, il faut qu'il... Hein. Mais moi, il me semble que dans la biographie romancée, il y a une déontologie. C'est-à-dire que je me suis donné comme principe, voilà, tu dois, premier principe, collecter tous les documents qui existent sur ton héroïne. Bon, c'est-à-dire acte de naissance, acte de décès, testament et quelques pièces que je lirai tout à l'heure qui sont très rares. Donc ça, le romancier, s'il joue le jeu, bon, mon jeu en tout cas, il doit à ce sujet être aussi rigoureux qu'un historien. Deuxième principe, donc voilà quelques documents que ma papa, voilà, par exemple voilà l'acte de décès de Jeanne. C'est authentique, hein. L'an 1880, le 24 octobre, à 9h du matin, en l'hôtel de ville de Tarbes, bon, etc., etc., et a comparu un menuisier, ont déclaré que Jeanne Marie Amanda Sarat, âgée de 36 ans, sans profession, née et domiciliée à Tarbes, épouse de Édouard Barthélemy Marié Larocque, domicilié au Ditar, est décédée hier à 9h du soir chez elle, bon, au 1 rue du Prado. Donc j'ai respecté tout ça, et l'adresse et tout. Bon. Deuxième principe, à mon avis, il faut que si la personne, par exemple, ça se situe au XIXe siècle, hein, dans une petite ville de province, Tarbes, donc l'auteur doit être le plus fidèle possible à ce que l'on sait, ce que l'on connaît sur le cadre, Tarbes, etc. Il doit, donc c'est pour ça que dans mon petit roman, il y a toutes sortes de faits historiques. Hein, voilà. Et enfin, donc ça c'est Tarbes. Non mais attendez, pardon. Je ne me rappelle plus où j'en suis. Alors, peut-être que je reviens en arrière un instant. Trois principes. Alors, ah oui, d'accord. Bon. Trois principes. Le dernier, c'est déterminer, je mets le mieux possible, la pensée forte de votre héroïne ou de votre héros. Bon. Moi, si vous voulez, je n'ai que 6 lignes qui m'ont guidé. Les voici. Jeanne Larocque, en vrai, c'est vrai ce que je dis, Jeanne Larocque donc a donné à la ville de l'argent pour distribuer à des instituteurs, etc. On en reparlera tout à l'heure. Et son testament, ce don à la ville, a été attaqué par sa demi-sœur. Bon. Et la ville, elle était morte, Jeanne, là. Et la ville a argumenté en faveur de Jeanne Larocque. Et il y a une délibération où la ville dit voilà qui était Jeanne Larocque. Et pour moi, ça a été essentiel. Voici 6 lignes, hein, ça sera vite fait. Donc c'est un conseiller municipal qui écrit et qui dit ça de Jeanne Larocque. Que mariée à un homme a des idées généreuses, estimée et aimée de tous et depuis de longues années, Madame Larocque, ayant tourné toutes ses sympathies et réservé toute sa sollicitude pour les jeunes filles, et en particulier les jeunes filles pauvres et malheureuses, dont la rapprochaient invisiblement les souvenirs de sa triste entrée dans la vie. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'elle ait consacré sa fortune à la fondation de prix destinée à encourager leur bonne conduite et à susciter leur émulation au travail. Donc c'est ça qui m'a guidé pour dépeindre Jeanne Larocque. Voilà, et inventer des choses pour que ça reste plausible. Alors, on arrive quand même, pas à la fin, ce serait trop beau, mais au bouquet quand même. Le groupe théâtral est exténué, il se dit est-ce qu'il va nous donner la parole ou pas? Ah, j'ai perdu. Mime. Mais oui, j'ose pas regarder la montre, voyons. Ah, 9h30 quand même. Non, 6h20.
Alors, C'est moi qui commence. Donc, j'avais préparé soigneusement les 4 saisons de Vivaldi pour faire, mais ça serait beaucoup trop long, ça serait trop fort, il faudrait baisser, il faudrait tout ça. Mais enfin, donc j'ai appelé ça les 4 saisons de Jeanne. Donc j'ai l'intention maintenant de feuilleter le livre avec vous, très rapidement de demander donc au groupe de théâtre de lire quelques extraits. Enfin, Alors, je commencerai par le printemps. Comment ? Très rapidement, c'est quand même... Oui, non, mais long. On va fermer les issues, personne ne sortira avant 9h, non, on a pris les précautions. Donc, je commence par le printemps de Jeanne. Elle naît en 1844, pour vous situer, comme Bernadette Soubirous. Bernadette Soubirous est née en 1944, pareil. Donc, alors, j'ai situé jusqu'en 1860 un peu ce qu'on peut appeler son printemps. Et je commence, c'est un journal, j'ai pris c'est facile et très connu, mais moi j'aime beaucoup les journaux comme ça. Donc 13 mai 58, elle commence à se présenter et je cède la parole à Madame Mercedes Tormont. Ah non. Je m'appelle Jeanne, Marie, Amanda. Mais chez moi on m'appelle Euphrosine, comme ma défunte maman. Moi, je préfère Amanda. Ça veut dire être aimé, paraît-il. Aujourd'hui, jeudi 13 mai 1858, j'ai 14 ans. Mes tantes, adorées et attentionnées, m'ont réveillée avec des cadeaux. Des livres, bien sûr, je les dévore. Mais aussi un corsage magnifique, col Claudine, boutonné devant, mon rêve. Il va parfaitement avec ma robe du dimanche, large sur les épaules, bottines noires aux pieds. Je suis sûre que bien des regards se tourneront vers moi. Mes cheveux châtains, longs et épais, séparés par une raie, noués en tresse ou en chignon bas, feront le reste. Ce n'est pas pour rien que mes tantes me surnomment leur petite impératrice. Lors de l'essayage, Séraphin, mon chat, a semblé impressionné. 14 mai 1858. J'aime lire, écrire, inventer. Au couvent du Saint-Nom de Jésus, rue des Petits Fossés, pas loin de chez moi, j'apprends le français, l'histoire, la géographie, l'arithmétique, la musique, le dessin, et même l'anglais, avec sœur Madeleine. Je suis sa chouchoute, je crois. Je joue du piano, je brode. Mes tantes, malgré leurs modestes moyens, tiennent à m'offrir une bonne éducation. Je lis énormément, je lis tout. Poèmes, pièces classiques, romans, et même textes religieux, pour faire plaisir à tante Bernardine. Ce soir, je commence Les Malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur, qui vient tout juste de paraître. J'ai d'ores et déjà supplié mes tantes de commander la suite, Les Petites Filles modèles, à la librairie catholique de la place de Maubourguet. Arrivé à l'entrée de Lourdes, nouvel arrêt. Non. Ah, pardon. C'est tout, pardon. C'est tout, très bien. Excusez-moi. Donc, merci Mercedes. Juste pour situer, donc, Jeanne Larocque, en réalité, en vrai, elle naît au 1, là, c'est-à-dire à l'angle de la rue Abbé Tornet actuellement et de la rue Soucourieux. Son père est horloger, là. Voilà. Ensuite, son père se remarie, elle a 2-3 ans, la marâtre, la nouvelle épouse de son père, n'aime pas Jeanne, et Jeanne est prise heureusement par ses grandes tantes, et élevée par ses grandes tantes, qui tiennent, numéro 2, un débit de tabac près de l'église Sainte-Thérèse, rue du Portail d'Avant. Voilà. Et quand Jeanne va se marier, on n'en est pas là, elle ira habiter avec son mari au 1 rue du Prado, numéro 3, là, à l'angle de la rue
Ramon et de l'avenue du Prado. Voilà, Tarbes. Bon. 15 septembre 58. Alors, au mois de février 58, Bernadette Soubirous déclare avoir des apparitions à Lourdes. Donc c'est là que ça commence, du mois de février au mois de juillet, les différentes apparitions. Alors ça m'a intéressé, amusé de dire, voyons, à la même époque, donc elle a le même âge, elle va dans un collège, on dirait aujourd'hui catholique, qu'on appelle le couvent, c'est-à-dire Fénelon, Saint-Dominique, hein, c'était là. Et qu'est-ce qu'on lui dit à propos de Lourdes, comment elle réagit, etc. Donc ça m'a amusé de cela. Qui lit ? C'est bon. Arrivé à l'entrée de Lourdes, nouvelle arène. Il avait été décidé que nous tenterions de gagner directement la fameuse grotte de Massabielle, mais nous ignorions où elle se situait. Interrogés, des passants prirent un air gêné et firent semblant de ne pas comprendre ce que nous cherchions. Ce fut un adolescent, presque un enfant, qui, en patois, nous renseigna le mieux. Che vedi che vole andare tutta en una gogliata che vejo una hada. Maître Masson traduisit, je vois, vous voulez aller à la grotte où une fille a vu une hada. Et nous expliqua que les hadas étaient des fées, ou si nous préférions, des dames blanches, ou des esprits qui, dans les contes et légendes pyrénéennes, apparaissaient et disparaissaient dans les grottes et sur les sommets des montagnes. Il proposa au jeune garçon de monter avec nous dans la berline pour nous guider. Ravi, celui-ci accepta, mais il nous prévint d'emblée que nous ne pourrions pas aller jusqu'à la grotte en voiture. Il faudrait, à un certain moment, s'y rendre à pied. Effectivement, après avoir roulé sur un chemin caouteux et boueux, on aboutit à une prairie qui bordait une large rivière. Il y avait là une foule riant et chantant des cantiques. 2 gendarmes postés un peu plus loin surveillaient le rassemblement. J'étais surprise par le monde et déçu de ne pas bien comprendre ce qui se passait. Je m'adresse à une fille de mon âge, mais comme elle ne parlait que le patois, notre échange fut très limité. Elle me montra cependant la grotte, sur l'autre rive du Gave, et mima un agenouillement pour suggérer que c'était à cet endroit que la petite Bernadette avait ses apparitions. Compte tenu de la vigueur du courant, il n'était pas question de traverser le Gave. Nous sommes restés dans la prairie. Maître Masson a entrepris d'échanger en patois avec un vieil homme, puis il nous a dit « C'est inutile d'attendre ici plus longtemps. La petite est venue ce matin très tôt, elle ne reviendra pas aujourd'hui, je vous propose plutôt d'aller nous promener dans Lourdes. » J'acquiesçai, espérant toujours au fond de moi rencontrer Bernadette au détour d'une rue. Merci. Alors, Maître Masson, dont on parle, dans la maison qu'habitent Jeanne et ses 2 tantes, il y a un notaire, Maître Masson, en réalité. Et j'en ai fait un personnage important, un pseudo-père ou grand-père qui renseigne, qui est bien à gauche hein, par rapport aux tantes qui sont très pieuses. Alors, nous sommes donc là, à côté du Marcadieu, c'est son quartier, il n'y a pas là encore hein, au Marcadieu. Hein. Et le 27 mai 1859, c'est vrai ça, hein, je l'ai étudié dans les archives et tout ce qu'on va dire, la petite Jeanne, alors ça je l'imagine, va dans le commerce de ses grandes-tantes, elle descend, et là, effervescence. Je laisse la parole, donc allez-y. À 8h du matin, à l'ouverture du magasin, ma tante Jeannette monte affolée à notre appartement pour demander à sa sœur de descendre immédiatement, car elle se dit débordée. Elle m'appelle, j'étais en train de faire ma toilette, et me dit la voix cassée « Jeanne, tu ne vas pas à l'école ce matin. Il y a une émeute au marché. Des gendarmes et des militaires tirent sur les paysans. »
Comme je tente de l'interroger, elle me fait taire. « Je n'ai pas le temps de te répondre. Tu restes dans l'appartement, les contrevents fermés. » Je me précipite aussitôt à la fenêtre. Et à travers les fentes des persiennes, je vois qu'il y a foule dans la rue. Des hommes hurlent « Ils vont tous nous tuer !» Des femmes pleurent. De ma fenêtre, je n'ai pas vu sur la place de Marcadieu, mais j'entends un grondement sourd et continu de la foule qui me glace. Au bout d'un quart d'heure, je décide de braver l'interdiction de ma tante et descends au débit de tabac. Une vingtaine de personnes au moins y sont entassées. Quelques femmes sont sur des chaises que ma tante a dû sortir de l'arrière-boutique. Elles parlent très fort, certaines sanglotent. Je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé, mais je ressens l'indignation et la colère de ces gens. La suite m'a été racontée par l'une de mes camarades de classe, dont le père est lieutenant de gendarmerie. Face au refus du paiement des nouveaux droits, les gendarmes se sont saisis de plusieurs meneurs et les ont conduits au poste. Exaspérés, les paysans se sont alors rués sur la caserne pour délivrer leurs camarades. Selon la fille de l'officier de gendarmerie, les émeutiers, c'est ainsi qu'elle les a désignés, armés de pierres, ont littéralement pris d'assaut la gendarmerie. Le commandant a fait aussitôt évacuer les femmes et les enfants des gendarmes par une porte dérobée et a ordonné de tirer sur les assaillants depuis les fenêtres des étages. Il a aussi réclamé le renfort d'une compagnie de militaires qui a également fait feu. Quand les tirs ont cessé, on a compté 7 morts et plusieurs blessés chez les émeutiers. Merci. Donc 7 morts, un carnage, des paysans qui refusaient de payer un droit de place. L'affaire a tellement créé d'émotions qu'on n'a pas voulu quand même, ça s'est passé aux assises, mais à Mont-de-Marsan, pour pas qu'il y ait trop d'affaires. Alors, la gendarmerie, vous voyez, vous reconnaissez cette maison-là, quand vous sortez de la halle, Marcadieu, vous allez au Foirail. Donc, c'était ça, la gendarmerie. Voilà. Donc, on continue des faits, donc j'ai essayé de la mettre en scène. Au mois d'août 59, donc, compte tenu que le Premier ministre de l'époque, on ne l'appelle pas Premier ministre, mais en fait ça équivaut à cela, Achille Foul, est installé dans les Hautes-Pyrénées depuis déjà pas mal de temps, et depuis combien de temps, Jean 7 ans. Il est donc 17 ans, merci. Il est donc bien installé là, il a une très belle propriété là, à Lormont, et puis surtout il a l'oreille évidemment de l'empereur. Et donc il va se débrouiller pour d'une part faire arriver le train très vite à Tarbes, puis un peu plus tard à Lourdes, et ensuite pour l'inauguration il invite bien sûr l'empereur. Donc le 20 août 59, l'empereur et l'impératrice arrivent à Tarbes en train. La gare c'est une gare provisoire, n'est pas installée, mais c'est quelque chose de très important. Et mon héroïne, Jeanne, elle est place de Verdun, là on dit place du Maubourguet, en train de regarder les préparatifs et tout ça. Voilà. Et les photos que je vais passer pendant la lecture, c'est des photos qui n'ont pas été prises à l'époque évidemment, mais pour la reconstitution. Un siècle après, en 1959, il y a eu une reconstitution pas extraordinaire, enfin honorable. Allons-y. Quelques jours après le décès de mon père, les spectaculaires préparatifs de la venue de l'empereur à Tarbes ont représenté pour moi une bienvenue diversion. Depuis des semaines, toute la ville, tout le département, si l'on en croit la presse locale, ne parlait plus que de la prochaine visite, le 19 août, de l'empereur Napoléon III et de son épouse Eugénie. Avec mes amis, comme avec mes tantes, nous n'arrêtions pas de nous communiquer et de commenter les moindres bruits sur la visite du chef de l'État. À ce sujet, une vraie querelle a même éclaté entre ma tante Jeannette
et notre ami et voisin, Maître Masson. En tant que républicain affirmé, ce dernier ne cessait de critiquer des préparatifs qu'il jugeait somptueux et coûteux. Et surtout, il mettait en doute l'arrivée le 18 août du train transportant le couple impérial depuis Paris. « Ce n'est pas possible, ma chère !» s'était-il écrié quelques semaines avant l'événement. « Même si l'on se dit empereur et si l'on se croit tout-puissant, on ne peut faire bouger les montagnes. Sachez qu'en ce 20 juillet, il nous reste encore 33 km de rails à poser sur la ligne Paris-Tarbes. Comment voulez-vous qu'en 3 semaines, la ligne soit totalement établie ?» Et ma tante Jeannette de répliquer : « Cher ami, j'ai lu dans la presse, et évidemment pas celle dont vous faites grand cas, dans les journaux sérieux, que la Compagnie du Midi, sous la pression de ses responsables, les frères Pereire, a mobilisé d'énormes effectifs, dont des prisonniers de guerre capturés à Solferino, afin d'accélérer les cadences et d'atteindre le rythme de 1,5 km de pause par jour. Calculez, cher monsieur Masson, si le parti pris ne vous aveugle pas, 1,5 km par jour en 20 jours, le chantier sera bouclé et le train impérial pourra pénétrer en gare de Tarbes. Ma tante avait de bonnes informations. Le 16 août, en effet, une locomotive d'essai est entrée dans la gare provisoire de Tarbes. Et le 18 août au soir, le train impérial quittait Paris, arrivant à Tarbes le lendemain à 14h30. Merci. Là, c'est la reconstitution, c'est Montbourguet, hein, là, vous voyez, donc derrière. Voici donc l'empereur et l'impératrice, revu et corrigé en 1959, reçu par le maire de Tarbes, disons, la calèche. Je ne me souviens pas du tout, je ne sais pas où j'étais moi à l'époque, là, mais je n'avais aucun souvenir de la reconstitution. Non, je ne parle pas du vrai voyage, j'ai beau être vieux quand même. Bon, voilà. Donc tout ceci, ce sont quelques passages donc, de l'adolescente et puis après de la jeune femme. Et nous arrivons à ce que j'ai appelé l'été, un été un peu court, hein, de 61 à 70. Et assez vite, Jeanne Larocque, du moins c'est moi qui imagine cela, elle réfléchit sur ce qu'elle peut devenir, que ce soit au collège, au couvent. Quand on leur parle, on parle beaucoup de l'avenir. L'avenir, c'est trouver un bon mari, faire des enfants, les élever, faire en sorte que soutenir le mari. Bon, donc le discours est universellement tenu par tout le monde, c'est clair et net. Et Jeanne, pour des raisons difficiles à expliquer, mais elle ne s'en contente pas tout à fait. Elle réfléchit avec des amis, une amie surtout, que quand même elle pourrait faire autre chose aussi. Et elle va s'insurger contre le sort qui est fait aux femmes qui sont totalement écartées de tout à cette époque-là. Hier, Yvonne et moi avons éprouvé le besoin de réfléchir en profondeur. Qu'allons-nous faire de nos vies? Nous marier et avoir des enfants, comme toutes les femmes que nous connaissons? L'idée d'avoir un époux ne nous déplaît pas, comme l'idée d'avoir des enfants. Mais toutes les deux, nous nous accordons pour penser que cela ne nous satisfait pas pleinement.
Nous avons un peu de mal pour exprimer ce que nous voudrions en plus. Je crois que nous souhaitons exercer une influence sur le monde qui nous entoure et lutter contre les injustices, en particulier celles frappant les femmes. Pourquoi cloîtrer celles-ci dans leur maison pour servir mari et enfants? Pourquoi, à l'égal des hommes, ne pourrait-elle pas jouer un rôle prépondérant en littérature, en musique, en sciences ou en politique? Sommes-nous inférieurs aux hommes? Ou n'est-ce pas plutôt les hommes qui nous infantilisent et bloquent notre progression sociale? Évoquant ces questions avec Yvonne, nous nous sommes mises au défi de dresser dans l'instant une liste des femmes de notre temps connues pour leur mérite ou leur prouesse. En littérature, ce fut facile. Nous avons cité d'une seule voix George Sand, sans pour autant bien la connaître, car dans notre école, elle est plutôt mal considérée. On dit d'elle que c'est davantage un homme qu'une femme, qu'elle porte des vêtements masculins, fume en public, et qu'elle a quitté son mari pour vivre avec d'autres hommes hors mariage. En fait, on lui reproche surtout de faire de la politique en soutenant les idées républicaines. Heureusement, Maître Masson a su la réhabiliter à mes yeux. Il ne perd pas une occasion d'affirmer que c'est une femme remarquable qui défend les défavorisés de notre époque, c'est-à-dire les paysans, les ouvriers et les femmes. Et que son immense succès littéraire, près de 70 ouvrages publiés, est amplement mérité. Il est regrettable que nos maîtresses du couvent ne nous aient point autorisé, Yvonne et moi, qu'à lire seulement La Mare au diable, un roman que j'ai beaucoup aimé, et dans lequel j'ai admiré sans réserve le personnage de Germain, ce jeune veuf que sa famille veut remarier avec une femme de son rang social, alors qu'il est amoureux d'une simple bergère, la douce et intelligente Marie. Pour la politique, nous avons été unanimes à citer l'impératrice Eugénie, réputée pour exercer une forte influence sur l'empereur et qui soutient activement l'éducation des filles. Ainsi, prenant acte du refus du ministre de l'Instruction publique de signer le diplôme du baccalauréat de Julie Victoire d'Aubier, sous prétexte que cela le ridiculisait, l'impératrice est intervenue pour que celui-ci y soit enfin remis 6 mois plus tard. Merci beaucoup. Donc c'est la première femme, effectivement, qui a eu le baccalauréat. Elle l'a eu donc à 37 ans. Et le ministre de l'Éducation, vous avez bien entendu ce qu'a très bien lu notre ami, il trouvait que c'était ridicule, qu'il se ridiculiserait, lui, un homme, de donner un diplôme à une femme comme ça. Et c'est l'impératrice, donc, qui la lui a donné. Donc ça, vous voyez un peu le chemin à parcourir. Vous savez aussi que, donc, à cette époque, nous sommes donc dans les années 1860, à la fin du Second Empire, il y a dans les Pyrénées, surtout en Béarn et en Bigorre, une émigration extrêmement forte. Il y a 2000 à 3000 personnes qui, dans ces années-là, quittent les Hautes-Pyrénées pour l'Amérique, notamment l'Amérique du Sud. J'ai donc souhaité créer une amie à Jeanne, qui est de famille modeste et qui part à Buenos Aires. Et donc, il va lui écrire de temps en temps. Voilà.
Donc, c'est une lettre d'Argentine qui est lue par notre ami. Chère Jeanne, voici enfin une vraie lettre, pas une simple carte postale. À notre arrivée, au bout de 8 longues semaines, on nous a installés dans les environs de Buenos Aires avec d'autres familles françaises pour former une petite colonie. Il y a eu pas mal de querelles lors de la distribution des logements, même si nous étions entre Français et gens du Sud-Ouest, dont 2 familles haut-pyrénéennes. Les premières semaines ont été vraiment éprouvantes. Nous étions désemparés par la température que nous avions imaginée très élevée, alors que nous sommes arrivés en plein hiver austral, 7 à 14 degrés. Désemparés aussi par les paysages immenses et plats, la fameuse pampa, et la nouveauté des tâches à accomplir. Alors que nous pensions nous retrouver dans une ville, nous avons été placés dans une estancia, immense exploitation spécialisée dans l'élevage. Pour mon père, la déconvenue fut grande et l'apprentissage pénible. Il ne comprenait pas l'espagnol et n'avait jamais été éleveur. Il rentrait tous les soirs exténué et découragé. Avec maman, nous ne savions comment le réconforter. Les plats que nous préparions ne lui plaisaient pas, car ils étaient bien différents de la nourriture française. Le pain, par exemple, nous le fabriquons avec de la farine de maïs. Le blé est rare ici. Après plusieurs mois très sombres pour nous, soudain, en avril dernier, le soleil s'est enfin levé, splendide comme il est fréquent dans le pays. Un matin, au milieu d'un nouveau contingent de colons français, est arrivée une famille, un couple d'une 40aine d'années avec 3 enfants, dont la présence devait changer notre vie. Ils sont pyrénéens comme nous, et même haut-pyrénéens, originaires de la vallée du Chiroulet, au-dessus de Bagnères de Bigorre. Ils nous ont expliqué qu'à la suite d'un endettement massif, occasionné par l'achat d'un remplacement au service militaire, ils avaient perdu tous leurs biens et n'avaient rien trouvé que l'émigration comme solution. Pierre, le chef de famille, nous a raconté leur triste histoire avec franchise, mais sans se plaindre. Comme tu peux en juger, chère Jeanne, il y a eu beaucoup de hauts et de bas dans notre nouvelle vie depuis 1 an. Mais à l'heure où je t'écris, les hauts l'emportent. Ne crois surtout pas que j'oublie Tarbes et surtout mes amis tarbaises dont tu restes la plus chère. Merci de m'écrire souvent. J'ai toujours besoin de ton affection et de tes conseils. Je t'embrasse, chère Jeanne. Jean-Jou, qui ne me quitte pas d'une semelle, t'envoie une bise. Signé Thérèse, post-scriptum, caresse à Séraphin. Merci beaucoup. Belle lecture aussi. Donc, elle continue, elle va se marier, bien sûr, là, au Mexique, à Buenos Aires. Ensuite, on approche de l'affaire, rassurez-vous. Ah non, il y a quand même un bel épisode, pardon. Donc voilà. Elle va se promener, elle a donc 18, 19, 20 ans, et elle va se promener avec une amie le dimanche après-midi, tantôt au Jardin Massé, puisque le Jardin Massé est mort, et pardon, micro. Puisque le Placide Massé a fait don donc de son jardin à la ville, et aussitôt le jardin est exploité au public. Et donc là, elle se plaise au Jardin Massé, mais il y a une autre promenade qui est moins connue, c'est au chemin de l'Ormeau. Donc le chemin de l'Ormeau, vous voyez très bien où il est aujourd'hui, là, quand on va à la clinique ou plus loin. Alors, je rappelle qu'il y avait un ormeau qui datait de l'époque d'Henri IV, un vieil ormeau, très beau, mais qui est mort 14 ans là avant, il n'y a pas tellement longtemps quand Jeanne y va.
Et pourquoi ce chemin? C'est parce que, vous le savez, aujourd'hui, on arrive au camp d'aviation qu'on appelle à la Loubert, et il y a les Pyrénées là qui se déploient, c'est magnifique. Donc elles aiment bien faire cette promenade. Et elles l'aiment bien aussi parce qu'il y a beaucoup de hussards qui font comme elle. C'est moi. Pardon. Très tôt, après le décès de son propriétaire et son don à la ville, le jardin de Placide Massey a été ouvert au public. C'est un véritable enchantement de se promener dans ces allées sinueuses, au milieu d'arbres superbes. Le dimanche, il accueille beaucoup de monde, surtout des familles avec enfants. Depuis 2 ans Depuis 2 ans qu'a été achevée la tour mauresque qui domine la villa de Placide Massey. Je trouve même que les promeneurs y sont devenus trop nombreux. Aussi, Yvonne et moi, nous sommes davantage attirés par une autre promenade, située à la périphérie de la ville, sur le chemin dit de l'Ormeau de la Loubert, où se dressait un ormeau prodigieux datant d'Henri IV, que la foudre a abattu il y a une 15aine d'années. Nous aimons avec Yvonne parcourir ce chemin parce qu'il nous conduit directement face à la chaîne pyrénéenne qui sans aucun obstacle se déploie en un prodigieux panorama. Nous ne sommes pas les seuls à avoir repéré ce magnifique point de vue aux portes de Tarbes. Le dimanche après-midi, par beau temps, il y a affluence, notamment pas mal de militaires. Ils appartiennent au régiment des hussards, installés au quartier de cavalerie. Au début, lorsque nous les croisions, nous jouions l'indifférence, les regardant à peine. En réalité, nous étions toutes les deux très admiratives de ces jeunes hommes aux uniformes élégants, avec leurs vestes bleu ciel, courtes et ajustées, ornées de tresses, et leurs shakos en feutre noir à plumets rouge vif. Peu à peu, nous avons appris à distinguer les grades. Les sous-officiers ont des tresses plus riches que les simples hussards et une cordelière blanche à leur shako. Et nous leur avons même donné des surnoms. Eux se bornaient à nous saluer très poliment, puis récemment, ils nous ont adressé quelques mots. Nous avons noué une petite relation avec 2 d'entre eux, originaires de Lorraine, qui ont avoué se sentir un peu perdus dans notre région. Ils nous ont décrit leur quotidien de soldats, et plus exactement de sous-officiers, qui nous a paru moins agréable que nous ne l'aurions cru. Bref, nous sommes devenus amis. Sans plus, mais sans moins. L'un des deux, le plus réservé, me plaît. Mais ce n'est pas demain la veille que je me vois déclarer à mes tantes « Je suis tombée amoureuse d'un militaire ». Les rares fois où, sur le ton de la plaisanterie, nous avons imaginé en famille le profil de mon futur époux, mes tantes, après avoir affirmé qu'à 20 ans, je suis beaucoup trop jeune pour penser au mariage, sont tombées d'accord pour tenter de me persuader qu'un enseignant, comme mon grand-père, ou mieux, un notaire, comme maître maçon, seraient les meilleurs partis pour moi. En tout cas, ont-elles conclu, pas un militaire venu on ne sait d'où, et sans doute invétéré coureur de jupons. Merci, Mercedes. Alors, pour la petite histoire, sachez que donc, le flirt va continuer quelques mois, et puis un beau jour, le militaire qui s'appelle Louis vient chercher, le militaire vient chercher du tabac, et immédiatement la grande tante bondit et dit « Monsieur,
je vous prie de laisser ma nièce tranquille et je vous demande de sortir immédiatement. » Alors, la pauvre Jeanne, elle en fait une dépression. Et Louis lui fait passer par une amie une belle petite lettre, bien faite. Mais enfin bon, on n'a pas le temps de tout lire. Donc, c'est son premier amour qui n'aboutit pas. Ensuite, donc, elle va rencontrer à nouveau l'amour et elle a beau dire qu'elle ne veut surtout pas d'un mariage arrangé. À l'époque, tous les mariages sont pratiquement arrangés, bien entendu. Alors, elle va à un moment donné au tribunal. Bon, on n'a pas eu le temps, bien sûr, on ne va pas tout lire. Mais il y a un procès, et à l'occasion de ce procès, elle affirme justement son indépendance. Donc, elle dit ça. Et néanmoins, elle va épouser quelqu'un que les grandes-tantes vont lui mettre, vont lui apporter sur un plateau, si vous voulez, et elle sera très heureuse en ménage. J'ai voulu montrer que parmi les mariages arrangés, il y avait aussi de très belles choses. Alors, voici. Alors, dans la réalité, elle a bien épousé un professeur d'histoire du lycée, Édouard Larocque, 28 ans, originaire de Draguignan. Donc ça, c'est la réalité. Oui. 5 décembre 1873. Pourquoi n'avons-nous pas d'enfants? Ah, pardon, attends. Ah. Oui. Là, il y a un texte qui manque, alors non. Ou alors que je l'avais prévu. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc juste, je résume, voyons, qu'est-ce que... Ah oui, je voulais montrer d'abord le lycée impérial, c'était, jusque-là, c'était donc le lycée national, c'était l'école, comment elle s'appelait pendant la Révolution, Geneviève, aide-moi, l'école centrale, bravo. Alors, le corps du lycée qu'on connaît aujourd'hui, là où on rentre, ça n'existait pas encore, hein, à l'époque de Jeanne Larocque. Hein. Donc, l'entrée principale, c'est là, elle est rue Ramon. Voilà. Et quand on regarde de près, d'ailleurs, il y a marqué toujours ici, lycée impérial, lycée 1854 impérial. Là. Bon, voilà. Donc, c'est pour la petite histoire. Alors, c'est assez intéressant de voir, enfin d'imaginer le flirt à cette époque, enfin le flirt, la rencontre, puis petit à petit, parce que les choses ne se passent pas, on a coutume de dire, ça m'agaçait beaucoup chez Alain Decaux et André Castello, ils disaient souvent, mais l'amour, ça a toujours été l'amour, que ce soit à l'époque romaine ou à l'époque, etc. Totalement faux, hein. Bon, tout était différent selon les périodes. Alors, j'avais prévu ça aussi, mais ça a été refusé au montage. Non, non, on l'a pas eu. Même pas vrai, on l'a pas eu. Non, vous l'avez pas eu alors? Même pas vrai. Bon, alors pardon. Donc, elle se marie et, entre parenthèses, elle est très contrariée parce que, elle est catholique, elle va à l'église, elle habite à côté de Sainte-Thérèse, donc tout le monde, les prêtres la connaissent, et pour le mariage, un des prêtres de Sainte-Thérèse apprend que son mari a été franc-maçon à Draguignan, là-bas. Et donc, ça n'empêche pas le mariage, mais il souhaite, ce prêtre, que le nouveau couple s'engage à ce que les enfants soient élevés dans la religion catholique. Et ça humilie beaucoup Jeanne, qui trouve que c'est humiliant. Et de toute façon aussi, le curé dit, et on va faire ce mariage le soir, hein, très tard. Hein. Donc, elle trouve qu'elle a eu son mariage religieux gâché un peu. Alors, pour la consoler en partie, le mari lui dit, on va faire un beau voyage de noces. Alors là aussi, je me suis renseigné, depuis quand existent les voyages de noces, etc. C'est pas... Bon, ça commençait à être plus fréquent, là, dans la deuxième moitié du 19e. Et là, donc, ils vont à Biarritz. Alors, ils vont à Biarritz, je raconte, j'ai consulté les horaires, tout ça, ça existe, hein, donc c'est très bien, le temps qu'il faut. Ils trouvent que c'est très rapide. Nous, on ne trouverait pas que c'est très rapide. Bon, bref.
Et à Biarritz, donc, il passe devant la Villa Eugénie, tout ça. D'ailleurs, je l'ai donné, la Villa Eugénie en 1857. On a des photos de Biarritz à cette époque-là. Mais enfin, c'est très désert par rapport à... Mais c'est devenu à la mode parce que l'impératrice aime bien. Voilà, je donne le coût du voyage de noces aussi, hein, parce que ça a été relativement facile de l'imaginer. Ça coûte pas cher. Alors, on passe à l'automne. Donc, l'été, c'était d'abord le flirt avec Louis le hussard, puis le mariage avec Édouard. Et arrive l'automne, un automne qui va être assez dur, en 1870 quand même. Ça résonne un peu dans nos têtes, même si on n'est pas historien. Alors ça non plus, ça n'a pas apparu là, la stérilité. C'est là, maintenant. Ah bon, bon. Alors, voilà. D'accord. Je trouve que l'œuvre a été massacrée, une œuvre aussi belle, aussi complète. Aussi bien, je n'aurai pas le Goncourt l'année prochaine à cause de ça. 5 décembre 1873. Pourquoi n'avons-nous pas d'enfants? Après 4 ans d'union, et alors que nous sommes tous les deux encore jeunes, Édouard a 32 ans et moi 29. Chaque naissance qui s'annonce ou se célèbre chez nos amis, Yvonne, Thérèse, est l'occasion de constater notre singularité et de remuer le fer dans la plaie. Si nous n'en parlons jamais directement, Édouard et moi, c'est à l'évidence que nous sommes gênés d'en chercher les causes. Compte tenu que dans l'opinion, comme au sein du corps médical, il est impensable que l'homme puisse être infécond, je dois m'attribuer seul la responsabilité de ne pas avoir d'enfant. C'est uniquement de ma faute. Sans cesse, depuis des mois, je culpabilise à la pensée que je suis peut-être stérile. Ce dernier mot, à lui seul, qui évoque l'aridité et la sécheresse, me fait horreur. Si je ne fais pas de la maternité la fonction exclusive de la femme, comme s'est évertuée à me l'inculquer l'institution religieuse où j'ai fait mes études, je crois cependant à son importance et je considère le fait de ne pas avoir d'enfant comme une cruelle malchance. Cela dit, que puis-je faire? Que pouvons-nous faire? 10 mars 1874. Assez vite après mon mariage, ma tante Bernardine, très confite en dévotion, m'a poussée à recourir à des sanctuaires religieux spécialisés. Malgré ma foi déclinante et ma méfiance envers les rites superstitieux, j'ai succombé et visité plusieurs lieux saints réputés pour les couples touchés par l'infertilité. Ainsi, accompagnée par ma tante et en prétextant à mon mari une visite chez une amie, j'ai fait le voyage jusqu'à Toulouse pour aller acheter à l'église de la Dorade une ceinture dite de la Vierge Noire, censée aider les femmes en espérance d'enfant. En réalité, je n'ai jamais osé la porter afin de ne pas réveiller l'attention de mon mari. Une autre fois, je me suis rendue à Bétharram, entre Pau et Lourdes, pour boire une eau miraculeuse au pouvoir fécondant. D'autres pieuses amies de ma tante voulaient que je me déplace jusqu'à Dourgne, près de Carcassonne, et même à Rocamadour. On m'a dit que j'aurais dû aller dans l'Aveyron, toucher le verrou du grand portail de l'église abbatiale de Conques. Faute de résultats probants, j'ai finalement renoncé à demander le secours du ciel et me suis orientée vers des médications à base de tisane et d'élixir. Donc ils n'auront pas d'enfants. Et dans la vie, je ne vais pas inventer, c'est une réalité. Donc on va passer à l'hiver, un hiver assez terrible pour la famille. Peut-être est-ce l'effet du décès de mon amie Yvonne, ou peut-être n'est-ce qu'une coïncidence? Il vaut mieux, pardon, je crois que sinon on n'entend pas très bien, non? Bon, vas-y, il vaut mieux. Peut-être est-ce l'effet du décès de mon amie Yvonne, ou peut-être n'est-ce qu'une coïncidence,
Mais depuis quelque temps, au moins 2 mois, je sens mon entrain s'émousser. J'éprouve le besoin, 1 ou 2 fois par jour, de m'allonger une demi-heure, voire 1 heure. Je suis souvent prise d'une toux sèche, surtout à mon coucher et au réveil, parfois durant la nuit. Plusieurs fois, je me réveille en sueur. Tout cela, sur le moment, ne m'a pas trop effrayé, car la toux reste discrète, et après un temps de repos, la fatigue s'estompe. Quand j'en ai parlé à ma tante, elle m'a rassuré, invoquant un surmenage ou une simple grippe. Devenue soudain très inquiète, ma tante m'a conseillé d'aller consulter notre médecin. J'y suis allé. Dès que j'ai pénétré dans son cabinet, le docteur a observé que la montée au 2e étage m'avait anormalement essoufflé. Je lui ai précisé que cela m'arrivait de plus en plus souvent et que je toussais surtout la nuit. Il m'a alors demandé si j'avais mal à la poitrine et s'il m'arrivait de cracher. Il a voulu également savoir s'il y avait des malades du poumon dans la famille. J'ai été frappé par son air grave, qu'il a conservé durant tout l'examen. Il m'a dit percevoir avec son stéthoscope en bois quelques râles à l'apex du poumon droit. J'étais effondré. Sans doute pour ne pas m'inquiéter, il ne m'a pas fait part de son diagnostic final et s'est borné à parler d'une gêne au poumon droit qu'il convenait de traiter sans tarder. Il a préconisé le repos le plus complet possible, une alimentation riche et un sirop pour calmer la toux. Malgré les précautions du médecin, j'ai compris aujourd'hui que j'allais bientôt mourir et que mes jours étaient désormais comptés. Merci. Je me suis intéressé un peu à l'impuissance médicale de cette époque. Au moins à 3 occasions. Quand elle fait, vous savez, après le chagrin d'amour, quand elle fait une dépression, mais très forte, quel est le comportement là? Que dit-on? Que fait-on? Bon, et franchement, c'est pas fameux, hein, les remèdes ou qui sont proposés par la médecine à cette époque-là. Ensuite, il y a la stérilité. Alors, la stérilité, c'est vrai que j'avais pas fait attention dans un premier jet d'écriture. Je faisais un anachronisme, c'est-à-dire que je pensais qu'ils hésitaient en disant c'est peut-être moi, le mari, c'est peut-être moi, la femme, qui suis à l'origine de la stérilité. Et puis quand j'ai fait lire le manuscrit au docteur Gelbert, il m'a dit mais à l'époque, il n'y avait aucun doute, c'était jamais l'homme qui était. Et effectivement, je me suis renseigné et à cette époque, c'était clair et net. Et ensuite, là, vous trouvez peut-être, bien sûr, parce que c'est un extrait. Avant, il y avait, enfin, dans le roman, je prépare un peu, mais là, ça paraît très brutal. Il dit, je vais mourir. Parce que on meurt comme des mouches presque à cette époque-là de la tuberculose. C'est affreux, affreux. Hein. Elle a sa meilleure amie, celle avec qui elle regardait du haut de la place de Verdun là, l'arrivée de Napoléon III. Qui meurt brutalement, hein, et le mari de cette amie est atteint également. Donc la tuberculose alors c'est une maladie honteuse. Parce que au départ, elle se développait surtout dans les familles les plus pauvres, les plus. En réalité, bien entendu, elle ne choisit pas le milieu social. Mais il y a cette idée qu'on ne va pas l'avouer. Et puis surtout, on a honte parce que c'est la contagion. Comment avouer que... donc c'est terrible cette maladie. Nous on a le cancer, hein, mais là, eux, les pauvres, ils ont la tuberculose. Bien, cette photo, je l'ai trouvée, enfin, c'est une reconstitution, c'est un tableau sans doute, réaliste. Bon. Alors, on arrive à la fin, hein, qui est chargé des derniers sacrements, c'est vous. D'accord. Il faudrait peut-être se lever puisque c'est le legs à table. Oui, mais moi, je ne sais pas. Non, je pense que ça ira. Bon, ok. Voilà. 10 avril 1880. Voilà 1 an que je n'ai rien pu écrire dans mon journal. Mon corps me lâche un peu plus chaque jour,
car toutes ces fonctions sont gravement atteintes. Même si cela m'effraie, certaines nuits me terrorisent, il faut me préparer au grand voyage. J'ai prié notre ami, maître Masson, de rédiger mon testament. Et ce matin 10 avril, je me suis fait porter à son cabinet de la rue du Portail d'Avant afin de le signer. C'est fait. J'ai été doublement émue par la démarche. Pénétrer dans cet immeuble où j'ai vécu un bon quart de siècle en sachant que c'était la dernière fois, m'a serré le cœur. En outre, je n'arrivais pas à réaliser que j'y revenais pour faire mon testament. Jusque-là, je me persuadais que ce genre de démarche était réservé aux très vieilles personnes. Maître Masson a bien compris mon émotion et a tout fait pour hâter la signature du contrat. L'expert qu'il est a réussi à regrouper mes dernières volontés en un texte de seulement 32 lignes. Je laisse bien entendu à Édouard la jouissance de tous mes biens meubles et immeubles. J'ai tenu à montrer ma gratitude à ma belle-mère en lui léguant, au cas où son fils décéderait avant elle, une rente viagère de 800 francs. Avec le plein accord de mon mari, j'ai institué la commune de Tarbes, mon héritière générale et universelle. Mais pour cela, elle devra respecter scrupuleusement plusieurs conditions expresses concernant l'attribution de rentes, de médailles et de prix à des enseignantes et à des élèves. Je souhaite en effet marquer modestement mais solennellement l'intérêt que j'ai toujours attaché aux femmes défavorisées ainsi qu'à l'enseignement féminin. J'ai prévu d'attribuer une dotation Jeanne Larocque de 500 francs le jour de son mariage à une jeune fille pauvre, reconnue la plus méritante et des plus vertueuses de la ville. Je souhaite que 2 médailles d'or d'une valeur de 150 francs chacune soient attribuées chaque année sous le nom de médaille Jeanne Larocque aux 2 institutrices communales laïques du département, reconnues les plus méritantes par leur honorabilité personnelle, la bonne tenue de leurs écoles et les progrès de leurs élèves. Je demande que des médailles d'or de 100 francs soient annuellement attribuées sous le nom de prix Jeanne Larocque à des élèves des écoles communales de filles de la ville de Tarbes qui se seront le plus distingués chaque année en histoire contemporaine, géographie générale, langue française, arithmétique et gymnastique. Je veux qu'un livret de caisse d'épargne de 25 francs soit attribué à la fin de chaque année scolaire aux 27 élèves des écoles communales de filles de la ville de Tarbes qui se seront les plus distingués par leur moralité, leur application au travail, leur progrès et leur sentiment de bonté et d'humanité. Je souhaite enfin associer mon mari qui s'est pleinement investi à mes côtés en créant un prix de 100 francs sous le nom de médaille d'Édouard Larocque, attribué aux garçons et à la fille qui se seront le plus distingués en histoire contemporaine dans le courant de l'année. Voilà ma très modeste contribution en faveur de l'enseignement, tout particulièrement de l'enseignement féminin. Merci beaucoup. J'ai repris exactement le testament, je veux dire là. C'est pas un roman là. Voilà. C'est exactement. C'est terminé, oui, mais j'ai quelques photos à vous montrer. J'ai encore un paragraphe. Tu le sais. C'est déjà, je ne me rappelle plus. C'est le final. Le final, oui. Le final. D'accord. Bon, très bien, vas-y. Attends, voyons. Non, alors là, vas-y. La date, tu me donnes. 20 septembre 1880. Au moment de quitter ce monde, un monde injuste que j'aurais aimé mieux explorer et tenter de changer, je mesure mes insuffisances. Si j'ai eu un mérite, c'est de croire envers et contre tous que l'éducation des filles n'était pas un luxe, mais une nécessité, un droit. J'ai eu très tôt, merci tante Jeannette, mon inspiratrice, merci Édouard, mon compagnon de route, la double conviction
que la place des femmes ne pouvait pas se limiter au foyer et que l'éducation était le fondement de la liberté et de la dignité. Pour moi, une petite fille qui apprend à lire et à écrire apprend en même temps à penser et remporte une victoire contre l'ordre établi. Malheureusement, je n'ai pas su, je n'ai pas pu militer pour faire triompher ces idées. Je suis restée une petite lumière dans l'ombre. J'ai été une toute petite voix pour les sans-voix. C'est peu, trop peu. J'aurais peut-être fait davantage si je n'avais pas été obligée de quitter ce monde si jeune. Il faut maintenant me résoudre à mettre un point final à mon journal. Je le lègue à mon mari, qui découvrira certainement quelques secrets en parcourant les 4 saisons de ma vie. Merci beaucoup. Alors, on va les réapplaudir tout à l'heure. Je termine simplement pour savoir si la ville a tenu quand même ses engagements. Eh bien oui, voici la tombe de la famille Larocque. Il y a marqué 1880, l'année où elle a été inhumée. C'est à la Cède, hein, vous voyez, très bien entretenu, fleuri une fois par an. Ensuite, je rappelle qu'il y a une rue Jeanne Larocque. Hein, vous voyez le jardin Massé. Vous avez le cimetière en bas à droite, le cimetière Saint-Jean. Et la rue Jeanne Larocque, j'ai été hier, va de la rue Honoré-Laporte à la rue Lagarrigue. C'est une petite rue, vous voyez, c'est pas grandiose, mais enfin, elle existe. Enfin, vous n'êtes pas au courant, mais il y a eu une école qui est devenue un espace, Jeanne Larocque, qui se situe au Foirail. C'est trop compliqué à vous expliquer. Voilà. Je vous remercie, mais surtout, je veux qu'on applaudisse parce que c'était formidable. On ne reconnaît plus ces textes, ces petits textes qu'on a écrits quand ils sont bien lus. Ça leur donne vraiment quelque chose, un souffle extraordinaire. Donc vraiment, vous m'avez fait très plaisir. Oui, tu nous as fait très plaisir aussi parce qu'on a découvert ton roman et tout à l'heure on se disait, on l'a eu il y a quelques jours, et quand on s'est retrouvés tout à l'heure, on a dit « Ah mais on l'a lu d'un trait et c'est vrai que c'est un très joli roman, voilà. C'est un très joli roman avec cette histoire, on a appris plein de choses, bien sûr, on ne savait même pas qui était Jeanne Larocque quand l'UTL a été créée. Et donc, tu as fait une très jolie œuvre pour nous, c'était très agréable. Merci, Mercedes. Bon. Merci beaucoup d'être venu, ça m'a fait très plaisir, hein, je ne le cache pas, pourquoi cacher son plaisir. Et vous avez fait un effort, hein, mais c'est bien. Pas de questions, je pense. Vous ne voulez pas prolonger, il y en a qui doivent aller au Parvis, il y en a d'autres qui veulent regarder une émission de Mitterrand à la télévision, sur Mitterrand, pardon. Oui, monsieur. Oui. D'où vient-il? Alors, tu as raison, c'est pas une immense fortune, hein, mais je l'évalue à un moment donné, là, à, je sais pas, mettons, elle doit avoir 40 000 à 50 000 euros à peu près, tu vois, c'est pas énorme, hein, quand même. Hein. C'est une petite... alors, elle vient, tu me demandes d'où eh bien, des tantes ont donné comme l'équivalent de 15 000, 20 000, lui ont apporté. Et elle a économisé aussi, parce que quand elle s'est mise, qu'elle était plus qu'adolescente, à travailler, elle l'a payé, les tantes, un peu. Donc elle a mis un peu d'argent de côté. Et la mère, peut-être aussi, absolument. Et le mari. Alors le mari n'a pas... non, il n'a pas apporté de... Il était prof, mais... Prof. Oui. Mais la ville n'a pas hérité de grand-chose, finalement. La ville n'a pas hérité de grand-chose, finalement. Non, parce que... Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.